Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, vous voyez, on est là ici avec un nouveau mini PC. C'est un mini PC de chez Minisforum et ils viennent avec une gamme M1. Alors il y a le M1 Pro et il y a aussi la version plus musclée, mais je vous montre les caractéristiques tout de suite après le générique. Donc moi j'aime particulièrement les mini PC parce que je suis pas un grand joueur PC et par contre que je trouve le côté petit très pratique. Mais est-ce qu'avoir quelque chose de petit comme ça permet dans les faits, de manière empirique, d'avoir une utilisation confortable au quotidien? On s'était déjà posé la question il y a quelques temps avec un mini PC d'une gamme inférieure. On est ici avec une montée en gamme. Vous verrez que dans la description des caractéristiques que le processeur qui propose pour un mini PC est plutôt intéressant et la version gonflée, le processeur est encore plus intéressant. Donc, est-ce que c'est suffisant pour votre usage au quotidien? C'est vous qui pouvez y répondre. Moi, je vous montre un petit peu ce que moi j'ai pu en faire dans mon usage au quotidien. Et petit message publicitaire, si vous intéresse, il y a un lien affilié en description. Allez, c'est parti. Bon, alors qu'est-ce que propose Minisforum avec ce M1 Pro 125H? Donc comme vous pouvez le voir, on est sur le format du mini PC, ici rien ne change. On a plusieurs configurations possibles, donc là le 125H avec ce processeur Ultra 5 125H qui a 14 cœurs 18 threads et une carte graphique intégrée Intel Arc, donc qui est quand même plus puissante que les séries précédentes, les Iris Xe. Donc est à 579 € dans une configuration avec 32 Go de RAM et 1 Tera d'SSD. On peut l'avoir moins cher si on ne prend pas la RAM et le SSD, donc en barebone, pour alors 419 €. La version boostée, donc avec le processeur l'Ultra 9 285H, on arrive en barebone à 749 et à 1119 € si on prend une version qui intègre déjà 64 Go de RAM et 2 Tera de SSD. La version que vous verrez en test dans cette vidéo, c'est la version plus modeste ici, la M1 Pro 125H. Bon, alors au niveau des promesses marketing, qu'est-ce qu'on a? On a un processeur qui est entre guillemets pensé pour du calcul IA. Donc c'est le Ultra Core, en tout cas la gamme Core Ultra, pardon. 5 ici, 9 dans la version plus importante. Ce qui est intéressant, c'est le GPU Oculink. Alors c'est quoi? C'est un port d'extension qui permet de brancher une carte graphique normale externe avec un dock. Donc c'est ce qu'on appelle le iGPU. Ça permet de passer outre les limitations de puissance graphique qu'a ce petit mini PC. Imaginons que vous, ça vous convient pour 90% des cas, mais que de temps en temps vous aimez bien jouer à un jeu un peu gourmand. C'est une solution pour étendre sans avoir besoin d'acheter un gros boîtier. L'intérêt de l'Oculink par rapport au Thunderbolt 4, c'est que le Thunderbolt 4, on va perdre quand même en bande passante et donc on va perdre en puissance, alors qu'avec l'Oculink, on perd de 2 à 3%, là où on est entre 10 et 15% avec le Thunderbolt 4. Donc, quand vous choisissez un mini PC, c'est toujours intéressant de voir si vous avez cette optique de vous dire « Tiens, moi j'aimerais bien venir y mettre une 5060, une 5070 dessus à l'occasion pour répondre à un besoin plus lourd en GPU de manière ponctuelle. » Évidemment, si vous avez un besoin lourd en GPU de manière habituelle, je vous conseille plutôt de ne pas passer par le mini PC et de vous construire une tour directement parce que malgré tout, vous aurez quand même de meilleures performances si c'est vraiment la performance qui est le plus important pour vous. Si c'est la place et un bon rapport entre la performance, la place gagnée et le bruit, le mini PC est clairement une solution envisagée. Alors à côté de ça, il est équipé de Wi-Fi 7, on peut étendre et de Bluetooth 5.4, on peut étendre le SSD jusqu'à 4 Tera, la RAM on peut aller jusqu'à 128 Go. On a donc quand même une bonne base pour un usage polyvalent. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une petite boîte. En même temps, le format du mini PC le justifie. Tout est emballé de manière plutôt écologique, c'est-à-dire qu'on a principalement du carton. Il n'y a pas vraiment de plastique et pratiquement tout est en carton. Alors au niveau du look, il ressemble à ceci. C'est un mini Mac mini, on va le dire en gros pour le dire clairement. On a de l'USB 4 ici en façade. On a deux ports USB 3.2. On a le bouton d'alimentation. Ici, je pense que c'est un micro.
des petites LED, la prise pour le casque. Sur le côté, un verrou Kensington, des grilles d'aération de chaque côté. Et sur l'arrière, on a encore un port USB 4. On a l'Oculink. Donc ça, c'est si on veut brancher un iGPU sans trop de perte de performance. Avec un iGPU classique via Thunderbolt 4, on perd 5 à 10% de performance. Ici, ils disent à peu près 3% de performance. Donc ça, l'avantage, c'est si on a envie d'étendre les performances du mini PC en utilisant après un GPU, une carte graphique. Donc voilà pour le mini PC. Alors on a un port RJ45 2.5 Go, donc un LAN et la prise d'alimentation, un port DisplayPort, un HDMI et un port USB 2 classique, donc par exemple pour brancher le clavier. Une connectique donc assez intéressante, même si j'avoue que j'aurais préféré avoir un port pour une carte SD en façade. Ça m'aurait simplifié la vie. Mais voilà, il n'y en a pas dans ce cas-ci. Alors dans le reste de la boîte, on va trouver le cordon d'alimentation, un câble HDMI, c'est toujours pratique, la carte à installer pour pouvoir justement profiter de l'Oculink. Je ne sais pas pourquoi il l'installe pas de base, mais en tout cas voilà, on a la carte à installer pour pouvoir profiter de l'Oculink, le bloc secteur et un système d'accroche. Après avoir vu ensemble les caractéristiques techniques du Minisforum M1 125H, je vous propose maintenant de passer à ce qui compte vraiment, l'utilisation concrète au quotidien. Alors tout d'abord, la navigation dans Windows est extrêmement fluide. On n'a absolument pas l'impression d'être sur un ordinateur limité ou bridé. Pour tout ce qui est bureautique, navigation sur le web, consultation d'emails ou encore lecture de fichiers multimédia, il n'y a vraiment aucun souci, tout répond instantanément et ça rend l'expérience agréable. Autre point important, le bruit. Le PC est parfaitement silencieux tant qu'on ne lui demande pas d'exécuter des programmes lourds. En bureautique, en surf ou en streaming, il est quasiment inaudible. Mais dès qu'on entre dans des tâches plus gourmandes, par exemple de la 3D plus lourde ou des jeux vidéo, on entend les ventilateurs s'activer. Rien de désagréable, mais on ne peut pas dire qu'il reste parfaitement silencieux dans ces conditions. Sur Fusion 360, qui est l'un des outils de conception 3D les plus utilisés, l'expérience est agréable. Quand on manipule des modèles simples, la navigation est parfaitement fluide. On peut zoomer, pivoter, déplacer sans aucune latence. Dès qu'on passe sur des modèles plus complexes, avec plusieurs centaines de milliers de polygones, il y a forcément un peu plus de charge, mais dans l'ensemble, le PC encaisse bien et reste largement utilisable sans blocage. C'est un point essentiel pour ceux qui travaillent sur des pièces volumineuses ou des projets plus ambitieux. Avec Blender, c'est un peu plus exigeant, surtout dès qu'on touche au rendu. En mode modélisation et sculpture, le Minisforum reste relativement fluide, ce qui permet de travailler plus ou moins confortablement. Pour le rendu final, on n'est évidemment pas au niveau d'une grosse carte graphique dédiée, mais pour de la prévisualisation ou du travail léger, ça reste suffisant. On peut donc utiliser Blender au quotidien pour de la création tant qu'on garde en tête les limites en matière de rendu lourd. Du côté des slicers pour impression 3D, j'ai lancé à la fois Bamboo Studio et Prusa Slicer. Tant qu'on est dans la préparation du fichier avec l'orientation des pièces, la gestion des supports ou le placement sur le plateau, tout est très fluide et agréable à utiliser. En revanche, une fois que le fichier est tranché, on sent les limites de la carte graphique lors de la visualisation couche par couche. Ce n'est pas bloquant, on peut continuer à travailler, mais il y a des ralentissements qui se font sentir. Cela reste cependant largement utilisable pour un usage maker régulier. Et pour ceux qui utilisent un laser, j'ai aussi testé Lightburn, qui est la référence dans ce domaine. Le logiciel se lance rapidement et la navigation dans l'interface est fluide, même avec des fichiers vectoriels plutôt complexes. Les déplacements dans les calques, l'édition des vecteurs et la préparation des jobs ne posent aucun souci. C'est un vrai plus car beaucoup de makers combinent impression 3D et gravure laser dans leurs projets et ce mini PC montre qu'il peut encaisser sans trop ralentir, même avec des designs détaillés. Pour le montage vidéo, j'ai travaillé uniquement sur Premiere Pro. En 1080p, la timeline est fluide et réactive même avec plusieurs pistes empilées. En 4K, c'est beaucoup plus compliqué. Pour du contenu destiné à YouTube ou à la présentation de projets, c'est largement suffisant, mais évidemment, pour des gros montages 4K avec beaucoup de calques et effets, on atteint vite les limites de cette configuration. Enfin, du côté des logiciels graphiques comme Photoshop ou Illustrator, tout fonctionne sans accroc. Même en ouvrant des fichiers lourds, les outils répondent immédiatement, les zooms et les déplacements dans l'espace de travail sont fluides. On peut donc travailler efficacement sur des visuels de communication, des plans techniques ou des illustrations, pour autant qu'on reste sur des résolutions plutôt standards. Si on travaille sur des grosses images en 8K, ça sera évidemment plus compliqué.
Alors pour terminer ce test, j'ai voulu voir ce que donne ce mini PC côté jeu. Alors je précise tout de suite, je suis pas un gros gamer, je ne passe pas mes soirées sur les derniers titres AAA et de toute façon ce type de mini PC n'est pas pensé pour monter un setup gamer en 4K ultra. Mais dans mon profil à moi, où j'aime bien me détendre de temps en temps avec des jeux pas trop exigeants, ça fait parfaitement le job. Voyons donc ce que ça donne concrètement. Sur World of Warcraft, en qualité maximale, le jeu est fluide. Les déplacements dans les zones ouvertes se font sans ralentissement. Il faudra confirmer dans des environnements plus lourds comme les donjons ou les raids où plusieurs dizaines de joueurs s'affichent en même temps. Mais dans ce cas, en réduisant un peu la qualité, on garde une expérience agréable. Avec Diablo 4, le résultat est plus nuancé car le jeu est plus gourmand. En qualité moyenne, ça reste jouable, même si on ressent parfois quelques ralentissements. En qualité basse, par contre, c'est parfaitement fluide et l'expérience est stable. On peut donc profiter du jeu, à condition d'ajuster les réglages graphiques. Sur Diablo 3, aucun problème, le jeu tourne en qualité élevée sans difficulté, c'est fluide, réactif et parfaitement jouable du début à la fin. Alors, en conclusion, le Minisforum M1 125 n'est pas une machine qui cherche à rivaliser avec une grosse tour gamer ou une station de travail haut de gamme. Et bien sûr, il ne pourra pas remplacer mon Mac Studio, que ce soit pour travailler sur de très gros modèles organiques complexes ou pour monter des vidéos lourdes en 4K avec beaucoup d'effets. Mais ce serait comparer deux mondes totalement différents puisque le budget d'un Mac Studio est sans commune mesure avec celui de ce mini PC. Là où le M1 125H est intéressant, c'est dans sa capacité à offrir une polyvalence surprenante. On peut modéliser, slicer, graver avec Lightburn, travailler sur des visuels, faire un montage vidéo simple et même se détendre avec quelques jeux. Et tout ça dans un format compact, discret et globalement silencieux. Et finalement, ce que je vous ai montré ici, c'est une utilisation réelle et non pas une série de benchmarks et de tests chiffrés. Bien sûr, ces chiffres ont leur pertinence, mais ils ont aussi le défaut de ne pas toujours montrer ce qu'on peut concrètement faire au quotidien selon nos usages. C'est pour ça que j'ai pris le parti de ne pas rentrer dans cette analyse chiffrée et de me concentrer sur ce qui, à mon avis, compte le plus. L'expérience utilisateur. Je reste convaincu que pour les gens qui ont un profil comme le mien et qui n'ont pas des besoins trop exigeants, ce genre de mini PC représente une très bonne solution. Ils permettent de toucher à tout sans se ruiner et sans s'encombrer d'une grosse machine. Alors si vous cherchez un PC polyvalent, accessible et pratique, le Minisforum M1 125H est clairement une option à considérer. Allez, merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.